juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter, comme d'habitude, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous, ravi d'être là aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bon, la semaine dernière, j'ai fait une petite allusion à la superbe casquette Oana que tu portais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es passé chez le coiffeur, tu t'es fait tout beau. T'as plus la casquette, mais t'as changé de coiffure, non ? Bah, tu vois, on n'enregistre pas toujours en même temps, parfois c'est sur le temps de midi, parfois c'est en soirée, bon ça dépend un petit peu des jours. Ouais, bon voilà, c'était pour casser un petit peu la glace, c'était l'icebreaker de ce début d'épisode. Et puis, allez, on a fini de jouer, reprenons notre sérieux et accueillons, comme il se doit, notre invité et du jour. Je suis très heureux de passer le micro à Sarah Lépine. Bonjour Sarah. Bonjour Armano, bonjour Olivier, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie. Eh bien écoute, c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Sarah, tu nous as dit que tu avais déjà écouté le podcast et on te remercie pour ça. Il me semble que tu as fait quelques longues séances de run, de vélo et que du coup tu as pu être très attentive à ce qu'on racontait avec nos invités. Eh bien aujourd'hui, c'est toi qui es de l'autre côté du micro et non pas des écouteurs. Tu le sais, on a une tradition dans le podcast, c'est de donner la parole à notre invité pour qu'elle se présente. Donc dis-nous tout, qui est Sarah Lépine? Alors Sarah, elle a 44 ans. Sarah est mariée, elle a 4 enfants, donc qui ont aujourd'hui 21, 10, 8 et 5 ans. Je suis bretonne, originaire du Morbihan, d'un petit village Nivia qui se situe entre Vannes et Nantes. Je vis actuellement à Barcelone depuis 7 ans et demi. Voilà, j'adore voyager, j'adore la gastronomie, j'adore le sport en général. J'ai été basketteuse plus jeune et aujourd'hui je suis depuis peu triathlète et maman. Voilà, je m'occupe de mes enfants à temps complet et je me dédie au triathlon depuis maintenant 1 an. Bon alors décidément, des basketteurs et des basketteuses en première partie de vie, on en a eu quelques-uns sur le podcast. Je sais pas, il doit y avoir un truc entre les anciens basketteurs ou basketteuses, les anciens footballeurs, on en a eu quelques-uns. Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu Olivier. T'as pas envie de faire une thèse là-dessus? Bon Sarah, écoute, merci pour cette présentation rapide. Alors 4 enfants. 44 ans. Écoute, je rigolais tout à l'heure en off en disant que pour une fois, avec notre invité, on était sur la même tranche d'âge. Donc Olivier, il est un petit peu laissé de côté parce que c'est le plus jeune de la bande. Mais 4 enfants aussi, pareil pour moi. J'ai étalé un petit peu plus. Par contre, moi, je suis pas à temps plein à m'occuper des enfants. C'est plutôt mon épouse qui fait ça. Donc félicitations déjà. Merci. Tu nous as dit que donc, tu vivais à Barcelone en ce moment, mais tu es plutôt ascendante bretonne. Tu restes quand même sur la côte ouest. Tu n'as pas voulu partir sur l'est de l'Europe? Non, je suis plutôt attachée au ciel bleu, au beau temps. Donc, attends, ciel bleu, beau temps, ça colle pas avec la Bretagne, ça? Enfin, pas toute l'année. Non, pas sur la Bretagne, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'aller un petit peu plus au sud et de m'exiler à Barcelone pour profiter de cette qualité de vie et puis de pouvoir profiter pleinement de tout ce que peut apporter Barcelone en termes de nature, tu vois, s'entraîner ici, faire du triathlon, t'as la mer, t'as des structures piscines, pour moi c'est courir le long de la plage, courir même faire des runs urbains et puis en vélo, on a facilement du dénivelé très vite ou du plat et avoir des superbes routes autour de Barcelone. Qu'est-ce qui t'a amené à Barcelone? C'est le boulot ou c'est un changement de vie décidé? Exactement, un changement de vie. Donc, on était sur Paris auparavant avec mon mari. On s'est rencontrés sur Paris. On a vécu 7 ans, dans la capitale où on a passé des très très bons moments. J'ai eu ma fille d'une première union qui était un petit peu plus grande quand j'ai rencontré mon mari. On a eu un premier enfant ensemble et puis j'étais enceinte du deuxième. Donc ça c'était en 2014.
Et là, la question se posait de savoir si on vendait notre appartement parce qu'on avait 2 chambres. Donc là, 3 enfants dans un appartement, ça commençait à faire un peu juste. Donc là, ça a été la question de se dire on vend, on refait un crédit pour acheter sur Paris, ou alors du coup, on se donne cette liberté en fait de partir complètement autre part, de tenter une nouvelle expérience, une nouvelle vie, un nouveau cadre de vie. Et vraiment un soir comme ça, on était en train de dîner avec mon mari et on s'est dit mais si on devait partir, où irait-on? Donc déjà on a pris Paris, on a fait sud pour le soleil, voilà, tu vois, on avait envie d'avoir moins de ciel gris, etc. Donc il fallait donc mon mari continue de travailler sur Paris d'ailleurs, hein, donc il fallait un accès facile en fait à Paris, tu vois, un commute assez facile. Donc on a regardé Marseille, Montpellier, on a même regardé en Italie. Et puis finalement on est retombé sur Barcelone. Alors retombé parce qu'en fait on était déjà venu passer quelques week-ends ici en amoureux. Et on avait trouvé cette ville vraiment chouette, vraiment sympa, accueillante et bien facilement accessible de Paris. Donc t'as quand même plusieurs vols par jour, etc. Donc pour mon mari c'était parfait en fait. Donc venir à Barcelone, un nouveau départ pour la famille aussi, mettre les enfants en fait en situation dans une autre culture, une autre langue pour que eux apprennent aussi une autre langue. Et puis voilà, on s'était donné 1 an. Donc moi à l'époque j'ai pris 1 an de disponibilité en fait par rapport à mon travail parce que j'étais office manager en fait dans une société de communication financière. On s'est donné 1 an, on s'est dit voilà, on voit, on tente l'expérience, on teste. Et voilà, 7 ans et demi plus tard, et ben on y est toujours parce que l'expérience a juste été fabuleuse. C'est très sympa. On a créé notre réseau ici, on a notre petite routine, un cadre de vie plutôt agréable. Barcelone, c'est une ville à taille humaine. On a accès à la culture, on a accès au resto, on a accès à des concerts, à des spectacles. Et puis surtout, l'aéroport est proche de la ville. Et on peut partir assez facilement. Et surtout, mon mari part le lundi matin, en fait, et rentre le jeudi soir pour travailler sur Paris. Bon, alors, on a quand même, je te le disais, pas mal de points communs. J'ai bossé aussi dans la finance. Alors, par contre, moi, je suis plutôt côté italien. Donc, prochaine fois, tu migreras en italien, s'il te plaît. Bon, on n'est pas très loin. On chante en parlant. C'est ça. D'ailleurs, tu parlais des 30 000 Français à Barcelone. Et je ne sais pas si tu connais, mais a priori, tu aimes bien le sport, tu aimes bien les podcasts. Je t'invite à aller écouter Le Sport, c'est bien par Mathieu Rivière. Et Mathieu Rivière est aussi à Barcelone. Donc, peut-être l'occasion aussi de rencontrer écoute, ce sera peut-être une occasion. Un autre Français. Tout à fait. Avec plaisir. Tu nous as dit que Barcelone était sympa aussi pour le côté sportif. Est-ce que c'est rentré dans les paramètres de votre choix ou est-ce que tu as vraiment découvert le triathlon un peu après être arrivé à Barcelone? Alors le triathlon, c'était après. En fait, j'ai une première étape qui a été l'étape crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine, donc c'est-à-dire que de mes 20 ans à mes 40 ans... Je vois pas de quoi tu parles. Donc de mes 20 à mes 40 ans, c'est très simple, je n'ai pas fait de sport. Mais vraiment pas, puisque j'ai eu ma première fille à 21 ans. Donc qui était très jeune, j'étais assez jeune, je me suis occupée d'elle, j'étais basketteuse, mais c'est vrai que j'ai eu un vide intersidéral comme ça dans ma vie, où je me suis occupée de ma première fille, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu 3 enfants par la suite, donc si tu veux ma priorité ça a été ma famille, mes enfants, mon mari. Et puis le petit dernier commençant en fait est né ici à Barcelone, commençant à grandir, donc il est en 2017. 2018, on se retrouve à un dîner en fait avec une amie qui elle était en train de préparer en fait son premier marathon. Mon beau-frère qui était aussi un petit peu à se remettre au sport, courir, etc. Et puis là, une soirée un petit peu arrosée, qu'est-ce qu'on va faire de nos 40 ans? Allez, on va courir un marathon nous aussi, quoi, mon mari et moi.
Et là, bon, le lendemain, je me réveille dimanche. Écoute, c'était au mois de mai. Je me lève, je m'inscris au marathon de Barcelone, donc qui se déroulait en mars 2019. Donc toi, t'es bien, tu dis mai 2018, je suis large, j'ai le temps, donc l'été se passe. Et puis début septembre, à un moment, tu te dis, bon bah non, là, on s'en rapproche quand même, donc il va quand même falloir commencer à s'entraîner parce qu'on était quand même sur 0 entraînement. Donc tout d'abord, on se dit, on a plus 20 ans, on va faire les choses bien, donc on décide de reprendre en fait un entraîneur, un coach, donc une personne qui pour nous remettre en forme déjà, une remise en forme. Parce que mon mari, il fallait qu'il perde du poids déjà, donc lui a perdu à peu près 15 kilos, tu vois, on profitait de la vie, les restos, les soirées, etc. Donc voilà, perte de poids déjà pour lui, moi un petit peu, déjà remettre le corps de maman en fait à revenir sur un corps un petit peu de femme athlète. Donc voilà, donc faire les choses bien, progressivement et dans l'ordre surtout. Tu vois, on voulait surtout pas se blesser, on voulait pas faire n'importe quoi, donc on a été suivis. Donc voilà, un jour je mets une annonce sur les Français de Barcelone sur Facebook. Bonjour, est-ce que quelqu'un connaîtrait un coach, un préparateur physique, etc. Et donc là, j'ai le nom qui ressort 2 fois d'un Français, encore une fois, Nicolas, que je contacte et voilà, là je lui expose notre challenge, notre défi. Et là, lui, à fond, trop content de déjà nous retrouver et puis avoir des sportifs, donc nous accompagne dans notre projet. Et Nicolas, en fait, venait de faire un Ironman, un full Ironman. Donc lui, en fait, nous parlait de triathlon. Déjà, c'est la première fois que j'entendais parler de triathlon. Tu vois, donc ces bons vieux tarés qui sont passionnés puis qui finalement te donnent l'envie, quoi. C'est ça. Et en fait, il avait des étoiles dans les yeux quand il t'en parlait, tu vois. Et il m'a montré des vidéos et tout. Et puis moi, je trouvais ça mais dingue, inaccessible, tu vois. Ce nombre de kilomètres de nage, de course, de vélo. Enfin, tu vois, moi, c'était déjà de faire mes 42 kilomètres. C'était, un challenge énorme. Donc voilà. Donc avec Nicolas, on échange sur le sport, tu vois. Bon, nous, on se concentre sur notre marathon, la préparation physique, etc. Le marathon arrive, le marathon se passe. On est finisher, mon mari et moi. Et là, ça a été des émotions incroyables. Tu vois, tu retrouves en fait ces émotions que j'avais plus jeune. Tu vois, l'adrénaline, cette satisfaction, passer cette ligne d'arrivée, avoir les larmes aux yeux, en pleurer. Enfin voilà, te dire tu l'as fait. Tu vois, le travail à payer, les entraînements, les fractionnés où au début tu as l'impression d'avancer à rien. Toi, puis tu progresses par palier forcément. Donc voilà, je termine moi mon premier marathon en 4h09, c'était génial, c'était fabuleux, et puis voilà, et d'un coup l'après c'était qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'un coup on continue la course. Alors oui, mais toi, mon mari, il est assez grand, il fait 2 mètres, donc il a pas forcément le gabarit pour faire que de la course à pied. Donc avec ce fameux Nico qui nous parlait de triathlon, d'Ironman, etc., on s'est dit tiens, on va acheter un vélo. Déjà, on va voir comment ça se passe le vélo, et puis on va essayer d'apprendre à nager, parce que moi, à part la brasse et puis un peu la brasse coulée à la mer, c'est tout ce que je savais faire, puisque petite j'avais des problèmes d'oreille, donc j'ai jamais fait de cours de piscine. Donc voilà, on s'achète un vélo. En parallèle, on rencontre un coordinateur qui travaille à la piscine de mes enfants, et lui qui me dit mais si vous avez un projet d'apprendre à nager, moi je donne des cours à côté si tu veux. Je reviens de Londres parce que voilà, ma femme est catalane, ma femme est barcelonaise, donc on vient d'avoir un enfant, on s'est rapproché de sa famille, mais moi j'ai dû quitter mon travail à Londres. Et de fil en aiguille, je découvre que ce coach en fait de piscine en fait a envoyé quelques athlètes à Rio au jeu, tu vois. Donc il a quand même un bon petit niveau. La petite coïncidence, là, bizarrement. La petite coïncidence, tu vois. Et puis je me dis, c'est ça, c'est les rencontres de la vie qui font que lui il me dit oui, pour l'instant je suis avec des enfants, mais j'ai envie d'avoir des adultes, etc. Et puis je sens qu'il a senti notre envie aussi, nous, de vouloir apprendre et de vouloir progresser.
Donc voilà, toutes les semaines on se voyait. Voilà, il a pris des bases. Je pense que moi au début j'ai à peu près dû me noyer 10 fois, tu vois, incapable de faire 10 mètres littéralement, tu vois. La coordination, mettre ta tête sur le côté pour respirer. Enfin, tu vois, c'est quand même vachement. T'as beaucoup d'informations d'un coup, donc il faut les assimiler, il faut les mettre en place, donc ça prend du temps. Puis alors, bien plus loin, la glisse, la fameuse glisse dont on parle en natation, tu vois. Et voilà. Et de fil en aiguille, écoute, on a pris ses cours, on a bien écouté ce qu'il nous disait, etc. Il était extrêmement pédagogue. Et puis voilà, nous voilà partis à nager. En parallèle, nous voilà partis aussi à faire du vélo. Donc au début, des petits tours de 20-30 km autour de Barcelone. Et puis petit à petit, on a trouvé ça vachement sympa. Et puis on décide donc de s'inscrire en fait à notre premier marathon, triathlon qui sera en octobre 2019. Donc un triathlon L. Donc déjà pour voir les transitions, voir comment ça se passait, etc. Donc c'est déjà vachement ambitieux parce que commencer par un L, en général, on commence par un sprint, un découverte, voire un distance olympique. Donc, vous directement le L, quoi. Ouais, on est parti sur le L. On se dit bon allez, si tu veux, on avait Nico qui avait en référence le full Ironman, quoi. Donc si tu veux, on se dit bon allez vas-y, on tente un L. En parallèle, on avait un deuxième ami, Mickaël, qui lui direct son premier triathlon nous fait un Ironman direct. Donc voilà, les exemples qu'on avait, si tu veux, nous ont pas incité à aller sur des courtes distances. Donc on a tout de suite été sur un L. C'est un peu l'inaccessible au début. Enfin, toi, c'est quelque chose qui te paraît tellement inatteignable que c'est cette envie de se challenger en fait, cette envie de se dépasser. Tu vois, le dépassement de soi, c'est ça que tu vas chercher au début. Parce que quand on a commencé, je veux dire, il fallait courir 5 km. Moi, je ne savais pas courir 5 km, tu vois. Je me rappelle, je les courais à 6 minutes du kilomètre, tranquillement. J'étais essoufflée à la fin. Et puis, petit à petit, voilà, tu apprends à ton corps, en fait, à encaisser, voilà, à travailler, en fait. Et puis, petit à petit, tu fais ces fractionnés qui te permettent aussi de progresser. Tu fais de l'endurance fondamentale et voilà. Et puis au final, moi mon premier objectif c'était de tenir et surtout d'être finisher, tu vois, d'avoir cette médaille. Et je pensais pas à l'après. Mais en fait, tout de suite, quelques jours plus tard, en fait, j'ai eu l'après, cette envie. Vers quoi je vais me tourner? Parce que voilà, ça avait réveillé en moi. Puis il m'a transmis sa passion, son énergie et sa détermination. Tu vois, c'est quelqu'un qui est tellement passionné. Et on avait aussi notre ami à côté, Mickaël, qui nous dit, moi, le matin, je me lève. Alors, c'était pour le full Ironman, lui, il était en train de le préparer, tu vois. Mais on était entouré de gens, en fait, donc ces deux personnes-là qui vivaient à fond leur passion. Et du coup, c'est des exemples, tu vois. Tu parles avec eux, tu vois que c'est que voilà, ils prennent du plaisir dans l'entraînement, en fait, le plaisir de progresser, le plaisir de se surpasser. Et voilà, et je pense que c'est une petite émulation, tu vois, qu'on a eu entre nous. Et puis voilà, j'ai aussi un autre préparateur physique qui est rentré dans la boucle, qui est lui moins de 30 ans, te fait un marathon en à peu près 3 heures, qui avait une pêche d'enfer. Et voilà, je pense que c'est une transmission en fait. Il y a eu une transmission à ce moment. Et je me suis dit, oui, non, on va le faire, on va y arriver, on va aller au bout. On va revenir un peu sur ta découverte du triathlon. Tu as dit tout à l'heure que tu avais joué au basket quand tu étais jeune. C'était à quel niveau? Et dans quelle mesure est-ce que ça t'a formé aussi pour le triathlon aujourd'hui? Alors moi, j'ai commencé le basket, j'avais 6 ans. Donc je pense... certainement via ma maman qui jouait elle-même au basket. Donc je jouais dans mon village. Tout de suite, dès que j'ai pu prendre une licence, en fait, je pense que j'ai grandi avec un ballon dans les mains. Tu vois, ça c'est, j'avais toujours voir ma maman jouer, donc j'étais toujours autour des terrains de basket. Et voilà, dès 6 ans, j'ai eu ma première licence et là, je sais pas, j'adore quoi, j'adore ce sport, le collectif, l'équipe. Et donc de mes 6 à mes 18 ans, en fait, je vis basket. Donc je vis basket. De mes 6 à 12 ans, en fait, je joue dans mon club du village. Et en fait, en 4e, mes parents en fait décident de m'envoyer en pension à Vannes.
Et voilà, pour que je vois un petit peu autre chose, pour que je change d'environnement. Et donc, je change de club à ce moment-là. Et en changeant de club, donc je vais jouer à l'UCK Nef Vannes. Donc là, un club un petit peu plus gros. Je joue dans le Morbihan. Et là, je suis détectée, en fait, pour faire un stage, pour faire partie de l'équipe départementale, en fait. Donc là, je fais ce stage, je suis retenue et je fais partie de l'équipe du Morbihan. Donc de l'équipe du Morbihan, en fait, à chaque vacances, on faisait des tournois, donc contre l'Ille-et-Vilaine, Finistère et les Côtes-d'Armor. Et là, je suis repérée pour intégrer en fait un sport-études, donc qui est le CERN, le Centre d'entraînement régional de haut niveau, qui est à Saint-Brieuc. Et donc, mon année de 3e et seconde, je les passe donc à Saint-Brieuc en sport-études de basket. Voilà, où là je suis un cursus, alors je te parle de ça, on est dans les années 92-93, donc je dirais qu'on va dans une école normale et on s'entraîne après, hein. On n'était pas sur des horaires aménagés, c'était un peu à la route, hein. On enchaînait les cours, on terminait les cours, on allait s'entraîner, on allait manger derrière, on allait à l'étude, enfin voilà, mais c'était 2 années absolument fabuleuses. Pendant lesquelles je jouais le week-end en fait en parallèle dans une équipe CO passée, donc qui est autour de Rennes. Donc là, je jouais en minime national et cadette nationale. Voilà. Et en l'occurrence, je jouais avec Edwige Lawson, qui est médaillée aux Jeux Olympiques de Londres, médaillée d'argent, qui fait partie de l'équipe des braqueuses. Voilà, et suite à ce sport-études, en fait, je suis allée sur Rennes où j'ai joué en fait en National 3 et National 1B avec l'Avenir de Rennes. Voilà, donc ça a été mes études première et terminale, et en parallèle donc jouant assez haut niveau au basket. Ok, donc ma question n'était pas tout à fait innocente, hein. Je m'en doutais un petit peu parce que tu m'avais déjà parlé un peu de ton parcours, mais je voulais remettre un peu le cadre quand même, le contexte, parce que c'est vrai que comme tu le présentais, on pourrait croire que tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Effectivement, tu as eu on va dire une grande pause dans laquelle t'as pas fait beaucoup de sport, c'est clair. Mais tu avais quand même des bases. En tout cas, tu avais connu le haut niveau, donc la discipline, les entraînements, ça. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et ça explique peut-être aussi le fait que tu as peut-être plus rapidement évolué dans et d'où certainement aussi la démarche de t'orienter dès le début, dès que vous avez pris cette décision, vers un professionnel, et en l'occurrence un préparateur physique. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, voilà, j'ai envie de courir un marathon, j'ai jamais couru de ma vie, je sors, je vais courir 5 bornes, je suis rouge comme une tomate, je reviens défoncé, je remets la même chose le lendemain, et puis au bout de 6 semaines maximum, ils sont dégoûtés, ils se sont blessés, ils ont fait entre guillemets n'importe quoi, et soit ils passent à autre chose, soit ils recommencent à zéro. Toi, tu as vraiment pris la démarche de faire ça sérieusement parce que tu avais déjà aussi cette expérience du sport et à un certain haut niveau. Et d'être encadré, en fait, tu vois, j'ai toujours eu l'habitude d'être encadré et de suivre, en fait, que ce soit un plan d'entraînement ou des séances de muscu. Et je trouve ça important, en fait. Je trouve que c'est aussi important maintenant, même à notre âge, Hermano, à notre âge, tu vois, de faire attention à soi, déjà de faire attention à son corps, pas faire n'importe quoi. Quand tu es maman et que tu reprends le sport aussi, parce que physiologiquement parlant, c'est différent aussi, ton corps est différent. Donc voilà, donc il faut aussi l'écouter, et c'est important de reprendre sérieusement, et en tous les cas dans les meilleures conditions. Et si on revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, pour revenir sur la partie études, tu faisais du basket aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné le basket justement ? J'ai abandonné. Donc pour beaucoup de gens, j'ai abandonné pour partir plutôt un choix d'ordre continuer à faire mes études. Voilà, donc je dis toujours aux gens, j'ai arrêté le basket parce que à un moment dans le basket féminin un peu au niveau, même à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas non plus mis en avant, payé faiblement, je dirais. Donc généralement, t'avais, c'est vrai, un travail, on te payait un petit peu à côté, ou ton logement, etc. Et voilà, donc je dis à tout le monde que j'ai choisi les études, mais en fait la raison principale dans mon cas était la maladie, en fait, tout simplement. J'ai été anorexique
boulimique par la suite. Donc ça a commencé mon année de première, donc j'avais 15-16 ans. Et voilà, je suis vraiment tombée dedans. Donc 2 ans d'anorexie où j'ai perdu beaucoup de poids. Encore une fois, je te parle des années 95, 96. On n'en parlait pas à l'époque, c'était tabou. Tu vois, personne ne comprenait. Mon coach, je me rappelle encore, je sais qu'il me regardait, mais personne n'osait aborder le sujet en fait. Mes parents, c'était pareil. Tout le monde était, savait pas comment m'en parler, savait pas quoi faire. Et moi, en fait, je m'enfermais dans une spirale infernale en fait, parce que du coup, tu te coupes aussi socialement. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté le basket? Parce que j'avais plus la force. Je me rappelle encore, essayer de shooter, je n'arrivais plus à toucher le panneau. Donc voilà, donc en fait, j'ai arrêté le sport. J'ai aussi quitté Rennes. Je suis partie aux États-Unis en fait pendant 1 an et demi. Parce que suite aussi à tout ça, à une rupture sentimentale. Donc j'ai fait une croix en fait sur tout ce passé, mais en fait je suis partie aux États-Unis, j'ai voulu apprendre anglais, etc. Mais en fait ma maladie m'a suivie pendant 15 ans. Donc j'ai quand même eu 15 années d'anorexie d'abord, puis boulimie. Voilà, donc ça aussi fait partie, c'est aussi le pourquoi du comment, je n'ai pas fait de sport ou je ne faisais pas de sport parce que ce n'était pas ma priorité. J'ai eu ma fille. Autre chose aussi, en 99, j'ai un accident de ski, en fait, première descente, premier jour, je chute en fait en ski et là je me fais une double fracture lombaire. Donc j'ai 21 ans, je suis en Suisse, j'étais au pair pendant 1 semaine. Et là, je me retrouve à l'hôpital, en fait. Je pouvais plus sentir mes doigts de pied, en fait. Donc, pendant quelques heures, en fait, j'avais peur d'être paralysée puisque double fracture lombaire avec une fissure qui s'est arrêtée à 5 mm de la moelle épinière. Donc voilà, 6 mois alité, corset. L'opération n'était pas possible, il fallait juste attendre que les os se reforment. Et voilà, et cette blessure fait aussi partie de ma maladie. C'est que à un moment, je pense que mon corps était fragile, j'ai chuté et voilà, et j'ai cassé. Je veux dire, j'ai cassé mon corps. En revanche, ça n'a pas été un signal d'alarme. Mon corps s'est réparé, mais j'ai continué à le détruire en fait, dans un certain sens, jusqu'à mes 30 ans. Mais pareil, je menais une vie normale entre guillemets, tu vois, une vie sociale. J'ai fait mes études aux États-Unis, mais en parallèle, j'étais malade. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'origine pour que tu tombes justement dans l'anorexie? Parce que tu étais une jeune sportive, a priori, on pourrait croire que tout se passait bien. En tout cas, le fait de faire du sport, tu étais quand même en contact aussi avec les bienfaits de la nutrition, j'imagine. Enfin, un minimum, tu devais être un petit peu familière quand même avec ce genre de notions. Comment ça s'est passé en fait? Ouais, alors c'est progressif. Ouais, ça a été progressif. Alors moi, j'ai toujours été un petit peu bouboule. Tu vois, j'étais la fille sympa, rigolote, un peu bouboule, la copine de tout le monde, tu vois, j'étais un peu la petite, voilà. Et puis, forcément, t'arrives à des âges, l'adolescence, 15, 16, 17 ans, où on commence à chercher à plaire, t'as un rapport de séduction, etc. Et puis, c'est vrai que moi, toutes mes copines commençaient à avoir des petits copains, et puis, non, moi, j'étais la copine de tout le monde, mais j'avais pas de petits copains, par contre. Et puis d'un coup, c'est vrai qu'un jour, dans la cour, comme ça, j'étais en 3e, je me rappelle encore, j'ai un copain qui a voulu m'appeler en fait au travers de la cour et qui m'a dit hey, grosse vache, et là ça a été un déclic, tu vois, c'est quelque chose qui m'a blessée en fait énormément, et je pense que ça a été touché en fait plein de choses au fond de moi, et du coup je me suis dit alors grosse vache, oh là là, c'est non, et j'ai commencé en fait des régimes. Alors à l'époque c'était Slim Fast. Et puis, écoute, c'est simple. On s'est quitté en fait en juin, donc avec l'équipe, et on se retrouvait pour le stage de pré-rentrée en fait au mois d'août. Et pendant 1 mois et demi, j'avais commencé à perdre du poids, tu vois, avec les Slim Fast, etc. Et là, je reprends le stage et tout le monde me dit waouh, dis donc, t'as perdu du poids. Bon, alors je me dis donc le regard des autres change, quoi, tu vois. Mais pourtant j'étais la même à l'intérieur, quoi. Je veux dire, je suis la même fille, mais le regard des autres avait changé.
Et du coup, eh ben, Et pourtant, t'étais pas obèse, je veux dire, tu faisais du sport de manière assez régulière, assez intensive, donc j'imagine que ça devait être ouais, tout à loin fait. de ça. Non, j'étais pas obèse, mais j'avais peut-être 10. Bon, j'étais quand même bien en chair, tu vois, mais j'étais bien en chair, mais je pouvais courir, je pouvais défendre. Enfin, tu vois, ça m'empêchait pas de jouer au basket. Oui, mais donc t'étais pas en surpoids. Enfin, J'étais pas en c'était surpoids, non, pas, j'étais pas en surpoids. J'étais c'était pas en pas un surpoids. vrai problème, quoi. Non, j'étais pas en surpoids, mais c'est vrai que par rapport aux autres filles qui étaient, je dirais, dans la norme, moi, j'étais pas dans la norme. Et du coup, Oui, et en même temps, c'était un peu les normes aussi peut-être de l'époque, ouais, oui, où justement on avait cette image du mannequin à la limite anorexique, enfin vraiment euh, très, très, très mince. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les normes changent quand même un oui, petit peu. On commence à voir des publicités avec, tu sais, je pense à cette campagne de Dove par exemple, bien sûr. Ouais, ouais. avec des nanas qui étaient quand même Et bien en Dieu chair, merci, etc. Et ouais, oui, justement, complètement. on va casser un petit peu ce mythe-là. Donc, j'ai l'impression que ça change. Oui, 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 exactement, exactement. Donc voilà, donc petit à petit, je perds, et voilà, et c'est vrai les garçons s'intéressent un petit peu plus à moi, et puis, alors il y a eu ça, mais il y a aussi un côté psychologique dans l'anorexie boulimie, donc là aussi, ça a déclenché d'autres choses en moi, et voilà, et je suis partie, et d'un coup, c'est arrivé à un point où tu ne veux plus alimenter ton corps, voilà, tu t'acceptes plus. Jusqu'à un point où sur la boulimie, bah là, tu combles, en fait, tu manges pour combler des manques que tu as en toi, quoi. Ouais, j'ai eu 2 ans d'anorexie et en fait, j'ai switché après sur la boulimie. Où en fait, comme ton corps te réclame à manger, la boulimie, en fait, te permet de le satisfaire ton corps, mais de lui enlever la satisfaction que tu viens de lui donner. Tu vois, c'est assez paradoxal. C'est qu'en fait, tu te combles, hop, tu n'as plus faim. Donc du coup, bah, derrière, tu te refais vomir, quoi. Et pour, bien évidemment, pas prendre de poids. Parce que c'est toujours cet aspect de ne pas prendre de poids. Donc pendant cette période-là, en fait, j'avais pas du tout, moi je pensais pas du tout au sport. Tu vois, j'étais vraiment concentrée sur autre chose. Et puis... C'est plutôt dingue parce qu'en fait, en remplaçant ça par le sport, t'aurais pu continuer à manger ce que t'avais envie. Enfin, je veux dire, tu brûlais suffisamment de calories, donc c'était bon, quoi. Enfin, ça aurait été un bon équilibre. Complètement, complètement. Mais j'étais pas psychologiquement, j'étais pas dans cet état d'esprit. Et en fait, bah pareil, tu vois, c'est des rencontres que tu fais dans la vie. Voilà, j'ai pas forcément été bien entourée, j'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes, et puis bah du coup tu broies un peu du noir, donc tu vois aussi des personnes qui t'encouragent pas forcément dans la vie, et c'est un peu bah voilà, on te tire vers le bas plutôt d'être tiré vers le haut. Et au début, du coup, avec cette perte de poids, tu sentais le regard des gens qui avait changé? Tu te sentais mieux dans ta peau, véritablement? Non, non, tu te sens pas mieux dans ta peau parce qu'en fait, t'as toujours l'impression déjà d'être grosse. T'as un rapport au corps qui est extrême, qui est dur. Et tu t'infliges des choses qui sont horribles, quoi, maintenant, avec du recul, parce que j'en parle avec beaucoup de sérénité, parce que je m'en suis sortie, parce que je ne suis plus du tout touchée ni atteinte par l'anorexie ou la boulimie. Et c'est vrai que, en fait, quand tu es dedans, en fait, tu sais que c'est pas bien, mais tu continues à le faire. Enfin, tu vois, à un moment, il te faut un déclic. T'as un déclic en toi, il y a quelque chose. Toi, t'as les gens qui essayent autour de toi de t'en sortir. Tu fais des passages à l'hôpital, etc. Mais tant que l'envie ne vient pas de toi, ça change pas en fait. Et moi, en toute honnêteté, alors c'est vrai que j'avais commencé en fait à vouloir m'en sortir. C'est vrai que je me suis fait aider par une psychologue, et dans tout ça, la rencontre avec mon mari a été le point d'une nouvelle vie pour moi en fait. Et quand tu parles de régime, c'était juste moins manger? Ou bien c'était manger certaines choses plutôt que d'autres? Ah bah, je mangeais une pomme par jour. Ah ouais, bah de toute façon, enfin limite tu acceptes de t'alimenter avec une pomme, et une pomme verte, parce que tu vois, ça va être même les pommes les moins caloriques, quoi.
Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et à ce moment-là, du coup, tu as eu des impacts aussi sur ta santé. Enfin, tu l'as vu, tu as eu des impacts en particulier, je sais pas, sur ton système immunitaire, par exemple. Oui, alors dans tout ça, j'ai eu de la chance parce que j'étais aussi consciente des risques d'être infertile, tu vois, de plus pouvoir avoir d'enfants parce que bon, j'ai eu ma première fille, mais derrière, en fait, c'est vrai que j'avais cette peur de plus pouvoir avoir d'enfants. Et même en ayant cette peur, je continuais quand même tu vois, à être malade. Des répercussions, oui, alors sur le système immunitaire, mais moi, ça a été surtout au niveau des dents, quoi. Tu vois, des dents qui se sont déchaussées. Ça a été, ouais, surtout à ce niveau-là. Et l'élément déclencheur, du coup, qui t'a fait sortir de la maladie, c'était quoi? La rencontre avec mon mari. En fait, l'amour que j'ai retrouvé, la confiance en moi que j'ai retrouvée grâce à lui, grâce à voilà, sa bienveillance, l'échange, voilà, la relation, en fait, une relation d'amour pur, voilà, qui m'a fait basculer dans le beau, je dirais. Le beau, le bon et le sain. Ok, et ton mari s'appelle comment? Fabrice. Ah ok, bah voilà, enchanté Fabrice, si tu nous écoutes, merci à toi. Mais l'intérêt. Ouais, bonjour, Ouais. merci et félicitations. Mais ouais, un grand merci à lui. Et puis du coup, c'est un chemin qu'on fait ensemble maintenant depuis un petit moment. Tu vois, ça va faire 13 ans qu'on s'est rencontrés. Et voilà, et on forme une famille. On a eu 3 garçons ensemble. Et on partage aussi cette passion du triathlon. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, si on fait un petit retour en arrière, donc toi, tu as eu ta carrière de basket quand tu étais jeune, puis Ouais. tu as eu ta maladie qui a quand même duré 15 ans, tu disais. Puis il y a eu 10 ans où tu as quand même pas mal profité de la vie, comme tu disais aussi, donc avec notamment un déménagement à Barcelone. Et là, il y a 4 ans, tu découvres le tri et c'est un nouveau chapitre de ta vie qui Exactement. démarre, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, si on rembobine juste après le marathon, donc 2019 où je prends ces cours de natation, on achète un vélo, etc. Et donc on s'inscrit pour notre premier olympique, qui était en octobre 2019. Et là, on se dit, bah voilà, on va s'entraîner tranquillement après la fin de l'été. Et là, un drame dans ma vie, je perds ma maman, donc d'un cancer. Ma maman est partie le 17 septembre. Ce triathlon était prévu début octobre. Et en fait, sur les dernières semaines, j'étais avec elle. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Et on rentre à Barcelone. Bon, je te laisse imaginer l'état. Et là, je me dis, écoute, début octobre, on a ce triathlon, quoi. On a cet olympique. Bon, j'ai été cohère 2 fois, tu vois, c'est un peu pour évacuer le stress lorsque j'étais avec ma maman. Pas de natation, pas de vélo, rien du tout, hein. J'étais en Bretagne avec elle, donc j'avais rien amené avec moi. Je m'entraînais pas du tout, hein. Et je me suis dit, écoute, tu sais, moi, maman, ce qu'elle aurait envie, c'est que je sois sur cette ligne de départ. Parce que ma mère, elle m'a toujours inculqué les valeurs du sport. M'a toujours montré voilà, qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait se battre, etc. Et je me dis, si je lui dis que je ne fais pas ce triathlon, voilà. Pour elle, ce serait pas possible. Donc, je me dis, écoute, on va tenter de voir à quoi ressemblent les transitions. Parce que, tu vois, on n'avait jamais fait de transition. Je me dis, écoute, c'est pas grave, on va le tenter. Et puis, nous voilà une semaine avant le triathlon en piscine, à essayer notre combinaison, quoi, notre néoprène, parce qu'on n'avait jamais nagé en néoprène. Donc, nous voilà avec notre coach Alex en piscine, à essayer cette combi. Une semaine plus tard, on prend le départ. Et puis bah là, je pense qu'il y a un moment, moi, j'ai tout lâché, quoi, ma peine, ma douleur, ma rage, et je termine mon olympique en fait en 2h37. Tu vois, donc qui est plutôt honorable en fait pour un premier triathlon, pour tout. Enfin à l'époque, je réalisais pas du tout, mais du coup j'arrive 12e, tu vois, je crois que de ma catégorie, donc je me dis bon bah voilà, sympa. Et puis encore une fois, il en fallait plus. Donc l'Olympique en fait se transforme en on va essayer un half Ironman. Donc la prochaine date était mai 2020, l'Half Ironman de Barcelone. Et là, on décide donc de s'inscrire avec mon mari. Et 2020, que se passe-t-il? Le Covid. Donc forcément, la compétition est reportée, enfin annulée, reportée, on ne savait pas à l'époque.
Et puis on a toute une année chou blanc, quoi. Toi, 2020, rien ne se passe. Surtout à Barcelone, le confinement a été, enfin en Espagne en tous les cas, a été très très strict. Donc tu vois, pendant 2 mois, les enfants n'avaient pas le droit de sortir, et de sortir dehors. En France, il y avait encore la possibilité d'aller un petit peu faire de jogging ou de courir, mais on ne pouvait pas faire tout ça, donc c'était assez dur, tu vois. On a acheté un tapis de course direct au bout d'une semaine pour au moins pouvoir se défouler, parce qu'on habite en appartement. Donc le tapis de course, voilà, 2020 se fait, écoute, pas de compétition en Espagne, rien, pas de nouvelles de l'Alpha Ironman de Barcelone, pour l'instant c'était toujours en suspens. Donc on fait quoi? On court un petit peu, on fait un petit peu de vélo, tu vois, septembre, octobre, novembre, décembre. Et arrive 2021, et là, tu vois, t'as un peu les crocs, t'attends la prochaine compète, t'attends la prochaine date, le prochain dossard. Et en fait, mon mari, est invité à un challenge, en fait, à un défi, qui était le défi Nîmes, le Mont Ventoux. Donc une sortie à vélo de 153 km avec un dénivelé de 2300 mètres. Et puis là, j'ai dit, écoute, super, quoi, génial. Enfin, quelque chose, quoi, tu vois. Alors, on n'était pas plus cycliste que ça, mais pareil, on va apprendre. Je pense qu'on avait fait 30 km maximum, tu vois, 30-40 km. C'est pas grave, on va se donner un plan d'entraînement. On a quelques mois devant nous. Et en fait, on s'est lancé dans ce défi, challenge, du Mont Ventoux, donc par Bédouin, forcément. Accompagné de Laurent Jalabert. C'est une journée encadrée par Laurent Jalabert, avec des motos. Enfin voilà, on était un groupe de 20 cyclistes, 20-25 cyclistes. Et dans ce groupe, j'étais la seule femme. Voilà. Donc j'étais avec tous mes bonhommes, quoi, tu vois. C'était assez sympa, et puis une super expérience de pouvoir pédaler à côté de Laurent Jalabert, quand même, qui est non négligeable. Donc voilà, donc c'était beau souvenir, beau challenge, et encore une fois on s'est surpassé, en fait, parce que le vélo faisait pas partie de notre ADN. Moi, c'était, voilà, quand tu me parlais déjà de faire 100 km, le jour où on a fait notre premier 100 km, c'est comme, tu vois, courir un peu ton premier semi-marathon, c'était fabuleux. Donc voilà, ce challenge se fait, et puis on est en attente, on est à l'attente de la date, en fait, de Alpha Ironman de Barcelone, et cette date tombe donc octobre 2021. Donc là on est prêt, on est chaud comme la braise. Octobre 2021, le but c'est d'être finisher, et voilà, on s'entraîne dans ce sens. Et le jour du départ, une météo mais de dingue, du vent, une mer mais démontée. D'ailleurs la distance a été écourtée de moitié parce que voilà, c'était trop dangereux. Et donc voilà, un vent de face en vélo. Enfin, c'était des conditions assez extrêmes. Et du coup, on est finisher de ce Alpha Ironman, et moi, on me dit, parce qu'au début, j'avais pas du tout, et j'étais pas du tout axée là-dessus, que je termine 6e de ma catégorie. Ok, très bien, donc catégorie 40-44 ans. Et on me dit, mais si t'arrives dans les premières, potentiellement, tu peux avoir un slot pour les championnats du monde. J'étais, oh là là, attends, c'est quoi ça? Donc, si tu veux, moi, j'étais loin de tout ça. Toi, le format Ironman, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas le système de classification, de slot pour les championnats du monde, etc. Bon, du coup, je m'y intéresse un petit peu plus. Et puis, je regarde, la première, en fait, fait 13 minutes de mieux que moi. Je me dis, écoute, il y a peut-être moyen d'aller chercher un podium, quoi. Et du coup, écoute, c'est là que tout a commencé. Ça a été le début de la fin dans le triathlon. Ça a commencé à gamberger, tu vois. Au mois de décembre, en fait, je vois une publication, une Insta Story sur le compte de Manon Genet, qui invitait, en fait, les gens à partager un stage de triathlon d'1 semaine à Lanzarote ou à Fuerteventura. Et là, je sais pas, j'ai eu un flash, un déclic, et je me suis dit, pourquoi pas toi, ça, tu vois. Donc, je regarde un petit peu la fiche de renseignements, en quoi consistait le stage, etc. Niveau intermédiaire ou confirmé. Alors, si tu veux, je savais pas du tout si au moins j'avais le niveau intermédiaire. Donc, je contacte son entraîneur et compagnon Frédéric Lureau. Donc, je lui envoie un email en me présentant.
en lui disant que voilà, j'avais juste fait un Alpha Ironman quelques mois plus tôt, j'étais arrivée 6e, donc tout ce qui demandait un renseignement watts, VMA, etc., les trucs bien techniques, j'en avais aucune idée. C'était complètement un peu l'inconnu pour moi. Mais écoute, il m'a répondu en me disant que voilà, je crois que t'as l'envie et la rigueur pour suivre ce stage. Mais écoute, sans me connaître, il m'a fait intégrer son stage en fait à Lanzarote en février 2022. Donc février 2022, je pars pour une semaine à Lanzarote et là je me retrouve au milieu d'un monde que je ne connaissais absolument pas, où tout le monde était avec des vélos CLM, le casque, enfin tu vois, et c'était, je crois on était 3 filles, et le reste, les 12 gars, enfin voilà, ils avaient des abdos de dingue, ils venaient pour se faire leur semaine de stage, et j'ai rencontré des gens absolument fabuleux, passionnés, et moi j'observais quoi, tu vois, j'étais en mode observation. Donc apprendre, observer les capteurs de puissance. Enfin, tu vois, moi j'en avais pas à l'époque, hein, donc à quoi sert un capteur de puissance, pourquoi les CLM, ok, l'aérodynamisme. Enfin c'était hyper intéressant, tu vois. Moi en natation, les gars ils sont quoi à 1,30 du 100 mètres quoi, nager en plaquette, utiliser le tuba. Enfin voilà, j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, je me suis dit, voilà, tu vois, pareil, ça m'a un peu l'émulsion du groupe. Tu vois, en plus, je m'entraînais avec Manon Genet, tu vois, qui est quand même professionnelle, triathlète professionnelle, qui a quand même le record national de triathlon longue distance. Donc, si tu veux, moi, je la regardais, je prenais tout ce que je pouvais prendre, quoi. C'était assez fabuleux que moi, la petite amatrice, puisse intégrer, en fait, ce groupe et m'enrichir autant pendant une semaine. Donc voilà, suite à ça, je recontacte Fred en fait et je lui dis voilà, écoute Fred, j'aime ta façon de coacher, j'ai aimé cette semaine en fait avec toi. Toi, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui est déjà passionné, mais qui est très rigoureux, qui aime aussi la discipline. Toi, c'est un peu militaire avec Fred, tu vois. Et on n'est pas là pour rigoler quoi. Si tu dis t'arrives à 14h, t'arrives pas à 14h02, hein, t'arrives 5 minutes avant, enfin. Voilà, et là je lui dis écoute moi parce qu'il y avait quelques gars qui étaient avec moi qui étaient il y en a un qui est à la Kona, donc il y en a toi le niveau un petit peu, donc toi 34 ans qui est à la Kona au mois d'octobre, il y en avait plusieurs qui allaient au championnat du monde, donc 70.3 d'Alpha Ironman à Saint-Georges dans Utah. Donc moi les gars ils me parlent de championnat du monde, donc ça me mettait des étoiles dans les yeux quoi. Je me dis waouh ok. Et pareil tu vois, des rencontres, la motivation, une détermination, moi je prends quoi. Et je me suis dit écoute, ton challenge ça va être d'avoir un slot pour les championnats du monde. Bon, c'était un peu comme au début, tu dis ouais je vais faire un marathon, je sais des finishers et tout, tu vois, ça me paraissait inaccessible. Mais en fait il fallait que je me mette un but, il fallait que je me mette un objectif. Même s'il était inatteignable, mais il faut viser loin, quoi, tu vois, sky is the limit. Donc écoute, Fred, je le contacte après le stage et je lui dis, écoute, est-ce que, je sais que tu coaches à distance, est-ce que je peux être une de tes athlètes? Et là, elle me dit, ok, bingo. Donc Fred commence à me coacher, en fait, au mois de mars. Et moi, en fait, je m'étais inscrite donc sur le Alpha Ironman de Aix-en-Provence qui avait lieu fin mai et celui de Nice fin juin, puisqu'en fait il faut savoir que tous les slots en fait sont alloués jusqu'au 30 juin pour toi c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, donc j'avais encore jusqu'au 30 juin pour potentiellement aller à Saint-Georges dans Utah au mois d'octobre 2022. Donc je me suis dit écoute je vais tenter, je me mets sur 2 courses et puis on va voir quoi. Toi t'es jamais à l'abri d'une défaillance, que tu sois pas finisher ou que au moins je me donnerai 2 chances quoi. Et je pars donc je m'entraîne avec Fred, donc mars, avril, mai, j'arrive à Aix plutôt coûte bien, je me dis de toute façon je le tente, on verra. C'était mon 2e Alpha Ironman, je savais pas où j'allais me situer par rapport aux autres filles.
Écoute, déjà un parcours fabuleux, hein, l'arrière-pays aixois. Un très très beau parcours, le lac, début, toi tu commences ton half dans un lac, le lever du soleil, etc. Enfin, c'était vraiment très très chouette. Je recommande vivement ce half. Et bon, je termine 6e. Donc là, petite déception entre guillemets, puisque je termine 6e à Barcelone. Mon ambition était quand même de monter un petit peu dans le classement. Mais bon, dans ma catégorie d'âge, en fait, les 3 premières étaient les 3 premières du général féminin. Donc pas de bol quoi. Mais bon, ces 3 filles avaient déjà leur slot en fait pour les championnats du monde. Donc en fait par roll down, j'ai eu en fait ma qualification pour les championnats du monde à Saint-Georges en octobre. Donc là, super contente. Enfin, tu vois, voilà, contente, mais en même temps, j'avais pas fait un podium. Enfin, tu vois, c'était un peu ambigu parce que j'ai eu ma qualification par roll down et j'avais un petit esprit revanchard quand même. Donc, j'avais encore Nice derrière, 5 semaines plus tard. Donc, je prends le départ de Nice. Et là, je me dis, bon, de toute façon, sans pression, puisque j'ai mon slot pour les championnats du monde. On verra quoi, surtout que Nice, tu vois, le parcours à vélo, il est quand même assez exigeant. Ça grimpe bien, donc écoute, à voir. Et Nice, je termine 2e de ma catégorie d'âge. Et là, à 50 secondes de la première. Et là, grosse satisfaction parce que voilà, le travail a payé, parce que je suis une nouvelle fois qualifiée, mais là j'ai un podium, tu vois, et là je me dis génial, parce qu'il y a du travail derrière, il y a de l'entraînement, il y a de la rigueur. Je m'entraîne maintenant à peu près 15 heures par semaine, donc je m'entraîne 6 jours sur 7. Et voilà, et petit à petit, je vois que crescendo, en fait, le niveau est en train de monter, que le corps, en fait, s'habitue à l'effort, s'habitue à aller faire du dénivelé, s'habitue à courir en côte, et voilà, et maintenant, je peux dérouler gentiment, et c'est assez sympa, quoi. Donc, je suis partie au championnat du monde, donc à Saint-Georges, en octobre dernier, avec toute ma petite famille. Et ça, c'était aussi un super kiff parce que ça a été le partage. Déjà, avec eux tous, quoi, toi, mes petits supporters derrière moi. Et puis d'avoir cette chouette expérience des championnats du monde. Et mine de rien, en un an, 3 halfs, quoi. Apparemment, tout ce que tu génères et tout ce que tu gagnes avant tes 20 ans, toi, le sport que tu emmagasines, en fait, ton corps s'en rappelle. Donc, je pense que je suis en train de dérouler, en fait, toutes ces années de sport. Mais c'est vrai que c'est d'autres sports, c'est d'autres demandes. Toi, la natation, le vélo, c'est un autre effort. Je pense qu'il y a ça, le goût de l'effort, l'adrénaline. Tu vois, c'est ces moments où tu vas, t'es avec ton équipe, t'es en finale, tu vois, ces émotions, en fait, qui te prennent, indéniablement. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'aime, tu vois, avoir cette structure. Moi, si tu me dis, Sarah, tu dois courir, là, je sais pas, tu fais de la VMA, tu dois faire tes fractionnés, si tu me dis que je dois courir à 3,48, je serai à 3,48. Enfin, tu vois, moi, je suis un bon petit soldat, j'adore ça. J'adore les chiffres, j'adore suivre un plan d'entraînement, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un coach. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me guide et qui me dise, alors toi, parce que toi, Fred, en fait, il analyse tout, il analyse ma fréquence cardiaque. Aussi, après, alors attends, une chose importante aussi, c'est qu'après mon premier Alpha Ironman, donc à Barcelone, quand je suis arrivée 6e et que j'ai voulu pousser un petit peu plus, j'ai été faire un test d'effort. Tu vois, pour savoir, en fait, si je pouvais me pousser mon corps. Si mon corps, en fait, allait répondre à ce que j'allais lui dire, alors maintenant, on va s'entraîner un petit peu plus. Tu vois, pareil, je voulais pas faire n'importe quoi, peut-être avec mon passé aussi. Voilà, je voulais être sûre que mon corps était apte et sain, en fait, à appréhender la charge de travail d'entraînement, que j'allais lui imposer. Alors, c'est pour ça que je mets toutes les chances de mon côté, entre guillemets, c'est que moi, je fais passer la récupération dans mon entraînement. C'est-à-dire que je fais très attention à suivre, je vais voir mon ostéopathe, donc très régulièrement. Je fais des séances de pressothérapie, tu vois, les bottes, avec des petits massages. Donc j'ai ça à la maison. Je fais de la cryothérapie aussi.
donc par le froid, tu vois, éliminer tout ce qui est toxines, etc. Donc j'ai une hygiène de vie en fait et une récupération qui, je pense, alors ça c'est les deux, tu vois, j'attache de l'importance aussi au sommeil. Donc ça pour moi c'est très important. Alors je ne bois plus, je vais pas dire que j'étais alcoolique. Mais j'avoue que j'ai une hygiène de vie qui est saine. Déjà sur la nourriture, bon ça je le suis depuis quelques années. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que tu allies en fait un entraînement, une récupération, une hygiène de vie et le tout. Bah écoute, je touche du bois. Pour l'instant, non, je n'ai pas été blessée. Bah en fait je côtoie en fait j'ai certains de mes amis qui sont athlètes de haut niveau, athlètes professionnels, donc du coup j'ai observé, je vois leur hygiène de vie, voilà, dont notamment un ancien footballeur professionnel et voilà, et depuis tout jeune, depuis qu'il avait 13 ans jusqu'à pas longtemps, jusqu'à ce qu'il soit en retraite, si tu veux, moi j'ai connu, j'ai vécu en fait son quotidien, voilà, de loin, mais qu'il attachait en fait beaucoup d'importance à tout cela. Et en fait, je sais que c'est important. Donc voilà, donc maintenant j'y attache de l'importance. Et encore une fois, à n'importe quel âge, c'est important. Et encore plus, tu vois, passé 40 ans, je pense que maintenant j'ai aussi un peu de recul, un peu de sérénité. Je suis maman aussi, donc moi il me faut aussi que j'ai l'énergie à côté et que je sois bien pour m'occuper de mes enfants, parce que bon, à côté j'ai quand même le métier de maman, donc qui est non négligeable. Donc il faut quand même que, tu vois, j'ai la patate, j'ai l'énergie pour mes enfants, etc. Donc oui, tout ça, je pense qu'il y a aussi un petit peu de maturité, tu vois, dans tout ça, et puis encore une fois, de pas faire n'importe quoi. Tout ce qui est acquis est acquis, attention. Non, tout ce qui est acquis est acquis, mais c'est vrai que ça t'aide pour la suite, ouais. Alors eux vivent ma passion forcément parce qu'ils sont hyper contents pour moi, on partage, ils viennent me voir aux courses, tu vois, on a pu faire ce voyage tous ensemble aux États-Unis, donc c'est génial. Mais ils sont encore, alors moi ma grande et plus grande maintenant, elle a fait des études de kiné, donc tu vois, ce qui est pas mal pour nous, ce qui est assez intéressant. Après avec mes plus jeunes, non, moi je leur laisse vraiment libre choix, libre cours de déjà choisir ce qu'ils veulent faire comme activité. Donc ça peut être des activités plus intellectuelles, sportives. Enfin voilà, j'ai vraiment envie que eux se découvrent quelque chose, et j'ai pas envie de leur dire viens avec moi courir, fais ci ou fais ça. Ils observent, ils regardent, ils voient. J'ai mon grand qui voilà, depuis septembre fait du hand et adore ça et commence à se lancer dans le hand, donc tant mieux, très bien, tu vois, il est gardien, il adore ça. Autant bah tu vois, celui qui a 8 ans, il est content par tout ce que je fais, mais lui il va jouer aux échecs et jouer du piano, donc une autre personnalité. Et mon petit de 5 ans, bah quand tu lui demandes ce qu'il veut faire plus tard, il dit bah moi je veux faire des Ironman, donc c'est rigolo. Donc il est quand même bien parti. Il est quand même bien parti, mais ouais. Après ou alors il est bien dans le bain à la maison avec papa, maman. Bah il baigne, c'est vrai qu'ils baignent dedans tous, mais tu vois, on leur inculque voilà cette discipline, on leur transmet des valeurs, et en fait ce sont des valeurs que tu peux appliquer à n'importe quoi dans la vie, tu vois, ces valeurs du sport, cette discipline, cet entraînement. Tu n'arrives pas en fait là où au top tout de suite, c'est que t'as des paliers, il faut avoir le goût de l'effort, faut s'entraîner, faut être patient aussi, faut apprendre à savoir accepter l'échec. Donc moi parfois il y a des entraînements, je passe au travers, un seuil que j'arrive pas à tenir, et ben c'est comme ça, il faut l'accepter et te dire bah écoute, je reviendrai plus forte la prochaine fois. Donc tu vois, c'est cet échange qu'on a aussi avec nos enfants. Leur dire, tu vois, des fois quand ils disent ah ouais mais j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, bah oui mais moi non plus au début je pouvais pas courir 5 km et au final j'ai réussi à en courir 42 quoi. Donc voilà, petit à petit. Ok. Et alors du coup, Saint-Georges, raconte-nous. C'est comment? Aïe aïe aïe, ouais.
Ça, c'était fabuleux. Déjà, tu vois, c'est l'ambiance à l'américaine, hein, forcément. Enfin, toi, c'est les Américains, ils sont à fond dedans. Écoute, moi, j'y allais vraiment pour déjà le plaisir. Là, j'avais zéro objectif parce que déjà, t'as aucune idée où me situer, comment, etc. Déjà, t'as la course femmes, donc qui est un jour avant les hommes. Donc, on a notre course pour nous. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Déjà, je trouve une bonne évolution dans le triathlon féminin. Donc ça c'est une bonne chose. Non, c'était une expérience géniale, sachant qu'une semaine avant la course, il faisait entre 25 et 30 degrés, et que le jour où nous on a eu notre course, il y avait 25 degrés en moins. Donc si tu veux, on s'est pris une vague de froid. Donc déjà les conditions en fait pour débuter la course étaient pas les plus faciles. Donc t'arrives à 6h du matin, parc à vélo, il fait 2 degrés. T'as été chez Walmart acheter ta couverture à $2 parce que voilà quoi, t'es pétrifié de froid. C'était très très froid. Tu dis que tu commences avec la natation. Moi mon groupe d'âge c'était le premier après les pros. Donc à 7h32 là on était dans l'eau. Et je peux te dire que ça saisit. donc voilà, donc il y avait déjà une petite appréhension, tu vois, par rapport au temps. Parce que moi j'étais arrivée, j'avais pas prévu, j'avais ma trifonction. J'ai dû acheter une veste sur place parce que j'avais pas du tout prévu la veste, des gants. Voilà, donc je me prépare tout ça. Le départ est lancé. Bon là, super. Alors le lac était à 17 degrés, donc finalement il paraissait presque chaud. Tu vois, avec les 2 degrés à l'extérieur. Donc, en fait, j'étais bien, quoi, dans le lac 17 degrés, t'es bien. Écoute, je fais une natation. Ça me parle tellement, ça me rappelle les France de longue distance à Belfort en 2009. C'est l'année où on a vécu une canicule. Tu t'entraînes de janvier jusqu'au 8 juin. T'as presque 40 degrés. Et puis, t'arrives le jour de la compétition. Pareil, 2 degrés, une eau à 16 degrés. Tu sors de l'eau, t'as vraiment pas envie d'enlever le néoprène, quoi. Tu dis non, je vais faire le vélo comme ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait autant dans l'eau tu le sens pas, mais c'est vrai que la sortie de l'eau, c'est là que ça te saisit. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé avec mon coach participait d'ailleurs au championnat du monde, Manon aussi. Donc on avait quelques-uns du club. Donc voilà, quelle était la stratégie, comment faire. Donc moi j'ai parti pris en fait de me changer complètement, donc d'enlever en fait ma trifonction, donc de perdre un petit peu de temps dans cette transition, mais pour repartir sur le vélo à sec, avec ma veste et les gants, malheureusement que j'ai pas pu retrouver, qui ont dû tomber en fait de ma veste. Et voilà. Et donc là, je pars en fait sans gants, et au bout de 5 minutes, en fait, j'avais les doigts mais gelés, complètement congelés. Donc ça, c'était pas très agréable, j'avoue. Toi, tu pars, surtout que tu es dans des descentes à 55 km/h, 60 km/h. Toi, quand tu sens pas tes bouts de doigts, voilà, c'est pas forcément agréable. Mais écoute, le parcours à vélo, fabuleux. Toi, t'as des paysages merveilleux. T'as cette terre rouge qui est bien propre en fait à Utah. T'as l'impression d'être un peu dans un décor de film. On passe à un moment dans Snow Park Canyon. Là, pareil, c'est une réserve protégée. Donc en fait, tu te sens hyper privilégié d'être là à ce moment-là. Donc à un moment, je me dis bon, je regarde quand même un petit peu au sourd pour profiter. Mais il y a quand même le froid qui est toujours là, qui est bien présent. Et tu vois, au bout de 3 heures, je dépose mon vélo et en fait, en descendant de mon vélo, je me rends compte que je ne sens plus mes pieds. Mais tu vois, t'as pas l'impression sur le vélo parce qu'en fait, tu pédales, voilà, tes cuisses, tes mollets, ça va. Mais en fait, je ne sentais absolument plus mes doigts de pied. Tout était congelé. Tu vois, j'ai eu du mal à enlever mes chaussures, à remettre mes chaussures de course. C'était pas très sympa. Et donc je me dis écoute, c'est pas grave Sarah, tu vas repartir. Donc je fais une transition assez rapide en à peu près 1 minute 50, hop, tac, j'enlève, je remets mes chaussures, et là je commence à courir. Je me dis au bout de 5 minutes c'est bon, je vais retrouver la sensation de mes orteils. Oh purée, il m'a fallu 30 minutes pour retrouver les premières sensations de mes orteils. Et voilà, tu subis un peu ta course. Enfin voilà, tu y vas. C'était pas la course la plus fun, avec le plus de plaisir physiquement parlant.
Mais en tous les cas, par rapport à l'ambiance, par rapport à d'être là où tu es, de croiser des pros, enfin c'était vraiment très très chouette. L'ambiance était fabuleuse. Et voilà, et passer cette ligne d'arrivée encore, en plus avec mes trois, enfin j'avais 3 enfants qui étaient là, ma grande était restée puisqu'elle étudiait, et mon mari, et voilà, est terminé devant eux, et les entendre m'encourager sur le parcours, si tu veux, ça m'a permis aussi, le fait qu'ils soient là, ça m'a permis de pas lâcher. Toi, t'as un moment, t'as des petits moments de mou, bon bah voilà, tu revois un petit peu quelqu'un, tu les entends, et ça te relance, quoi. Et c'est génial, et je boucle, tu vois, mes championnats du monde en 5h32 avec un parcours à vélo qui a du dénivelé. Enfin, c'était génial, vraiment superbe expérience. Wow, en tout cas, ça donne envie. Le coup des pieds gelés, j'ai connu ça aussi. À Val-de-Reuil, punaise, tu pars, en fait, t'as aucune sensation, t'as les pieds gelés, t'as l'impression qu'en fait, t'as des moignons au niveau des pieds, puis tu fais que de rebondir par terre, tu sais pas comment tu fais pour avancer. C'est ça, puis t'arrives pas à calibrer ton allure, tu vois, c'est assez étonnant, en fait. Ouais. C'est un peu mécanique, c'est ton corps, en fait, c'est machinalement, en fait, court. Moi, j'avais une question qui me taraude depuis tout à l'heure, depuis que tu nous as parlé de ton premier marathon. En général, quand tu fais une première course, que ce soit un premier marathon, un premier half, un premier Ironman, enfin un premier format, un premier type de course que tu as un petit peu idéalisé dans tout le cadre de ta prépa, d'autant plus quand tu l'as fait correctement, donc sans brûler les étapes, au fur et à mesure, etc. etc. Je pense qu'il y a un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et puis, t'as même pas encore passé le deuxième pied avec la ligne, donc t'as déjà passé la ligne avec le premier pied, mais le deuxième il est en train d'arriver, et là tu te dis mais en fait je sais pourquoi je suis là, et puis à quand le prochain, quoi. Est-ce que ça t'a fait ça aussi sur ton premier marathon, sur ton premier tri, sur ton premier half ? Est-ce que t'as ressenti ça aussi, Ouais. cette sensation de ouais, je sais pourquoi je suis là, et puis je sais pas ce que je vais faire au prochain, mais ça va venir vite. Ouais, complètement. Surtout, toi, le marathon, je pense que, toi, 42e kilomètre, là, t'es en mode, même 38e, il y a plus rien qui passe, le gel, ça passe plus, t'arrives plus à t'hydrater, et tu dis, mais, pourquoi je suis là? Bon, allez, on va mettre à partir du 30e kilomètre, un petit peu, pourquoi je suis là? Mais voilà, passer la ligne d'arrivée, tu dis, bah non, finalement, je suis là pour tout ça, en fait. Pour passer cette ligne d'arrivée, pour avoir cette fierté, cette satisfaction de te dire que tu l'as fait, t'as été au bout. Et en fait, je pense que pour moi, tu vois, je peux pas m'arrêter, parce qu'en fait, j'aurais toujours le regret de m'être arrêtée ou d'avoir abandonné. Enfin, tu vois, pour moi, l'abandon, sauf s'il est vraiment extrême, l'abandon ne fait pas partie de mon ADN. C'est pas possible, parce que je sais que si j'abandonne, je regretterai d'avoir abandonné. Et en fait, c'est ce sentiment qui m'oblige, tu vois, à me dire, allez, vas-y, accroche-toi. Et tu vois, depuis, parce que je l'avais pas sur ce premier marathon, mais depuis, je travaille aussi la préparation mentale. Voilà. Il y a aussi... Et là, la boucle est bouclée. Ouais, tu vois, moi, quand j'étais basketteuse, en fait, à mon niveau, voilà, entre mes 15, 16, 17 ans, indirectement, on avait déjà cette préparation mentale. Bon, maintenant, on le fait accompagné, etc. Mais tu vois, moi, j'avais besoin de m'isoler, par exemple, et d'écouter de la musique. Donc, tu vois, c'était déjà un petit peu cette préparation mentale, entre guillemets. Maintenant, je le vis différemment. Alors, je visualise aussi mes courses. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui, en amont, sur que ce soit le marathon ou que ce soit sur mes triathlons, j'imprime en fait le parcours. Je regarde où sont les ravitaux, tu vois, en vélo, je regarde le dénivelé, etc. Et en fait, alors c'est bizarre, mais des mois avant, des semaines avant, je rêve. En fait, je rêve de mes courses que je vais faire, tu vois. Et moi, en fait, ça m'aide. Toi, je les visualise, et ben ça m'aide en fait le jour J je suis prête. Je sais ce qui m'attend. Tu vois, et pour moi, ça, c'est important de savoir ce qui m'attend et de me dire, voilà, tout est en place et il y a pas de surprise, non, parce que ça va être comme ça, t'as un tournoi à ce moment-là, etc., etc. Ouais, c'est un truc que mon prépa mental dit beaucoup aussi, parce que moi aussi, je suis accompagné en prépa mental, c'est que finalement, ton cerveau, si tu arrives à le hacker un petit peu en visualisant justement ta course, en la préparant, en visualisant le dénivelé, les ravitaux, etc., en fait, ton cerveau va avoir l'impression d'avoir déjà vécu
vécu ça, et ce qui peut aussi expliquer que après tu en rêves. Et au final, le jour de la course, oui, il y a toujours des imprévus. Par exemple, tu as perdu tes gants. Voilà, si tu pouvais pas le visualiser, tu pouvais pas le préparer. Mais malgré tout, ton cerveau, il aura eu l'impression d'avoir déjà fait la course, d'avoir déjà vu le parcours, d'y être préparé, et ça va te permettre aussi de pas justement de pas flipper, de pas refaire la course, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, t'as mon appréhension. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi souvent que quand tu fais un trajet, le trajet aller a toujours l'impression d'être plus long que le trajet retour. Tu sais, c'est souvent, on a souvent cette impression-là quand on part en vacances. Ben, c'est ça, ou même une sortie vélo, hein, tu te dis, je suis à un point A, je vais au point B, je reviens. Je fais un aller-retour, ben en fait le retour a toujours l'impression d'être plus rapide, alors qu'en réalité non, à la limite t'es même un peu plus cramé, donc voilà. Oui et non, hein, tu vois, hier j'ai fait une sortie de 40 bornes à l'entraînement en course à pied. L'aller, j'ai fait un aller-retour. L'aller, ça allait, le retour c'était autre chose. Mais bon, ça c'est... C'est ce que je dis, mais t'as quand même l'impression que ça va plus vite. Et d'ailleurs, je me souviens un ami qui partait sur l'Ironman de Klagenfurt l'année passée. Et en fait, il a visionné, t'as une vidéo en fait qui fait le parcours vélo. Donc t'as un gars qui s'amusait avec une GoPro, tu vois, à faire tout le parcours vélo. Et il regardait la vidéo du parcours. Mais genre, il se l'est fait quelques fois, quoi. 180 km, là, on parle. Ouais, bah après, c'était des boucles, donc j'imagine que, c'était peut-être, mais bon, c'est quand même peut-être 60 bornes à vélo. T'as bien 2 heures de vidéo, tu vois. Donc, bon, allez, c'était peut-être en voiture, mais même, enfin, 1h30 de vidéo sur YouTube, tu fais que regarder une route. Ouais. Faut avoir envie de se les taper, quoi. Mais, souviens-toi l'été dernier à Vitoria. Bon, t'es arrivé un peu tard, mais c'est ce qu'on a fait avec le groupe que j'accompagnais. Moi, je conduisais la voiture, mais eux, ils étaient en vélo et on a repéré le parcours. Donc c'est pareil, c'était 3 boucles et demie là. On a repéré le parcours avec eux. Ça fait partie du. Oui, d'accord. Tu le fais. Non, mais tu le fais la veille en voiture. Non, mais il y a 2 choses. Il y a reconnaissance du parcours la veille en voiture ou à la limite à vélo 1 ou 2 jours avant. Ça, c'est une chose. Mais de là à vraiment te visualiser le truc, à te refaire plusieurs fois la vidéo du parcours, etc. Enfin, c'est que tu te donnes déjà, quoi. Donc, à la limite, quand t'es pro, c'est une chose. Mais c'est vrai que quand t'es amateur, c'est quand même, enfin, il y a peu d'amateurs, je pense, qui font ça, tu vois. Bah là, on en a une autour du plateau. Enfin bref, mais en tout cas Sarah, donc du coup tu te donnes vraiment à fond, à 100% dans ta préparation. Ouais, je suis dedans. Ce qui t'amène là où t'es aujourd'hui. Bah, je pense que c'est une certaine discipline. Je te disais, j'aime bien être organisée, moi. Donc du coup, le triathlon, c'est un sport parfait pour moi. Tu vois, où tu dois bien préparer même tes transitions, ce que tu mets dans tes sacs, ce que tu dois manger. Comment tu dois t'alimenter, t'hydrater surtout, alors essayer de comprendre aussi comment tu peux redonner un petit peu d'énergie à ton corps, tu vois, parce que t'en dépenses tellement, comment bien prendre soin de lui, tu vois, c'est paradoxal par rapport à ce qui s'est passé avant. Maintenant, je prends soin de mon corps et puis je lui donne tout ce qu'il faut en fait pour qu'il m'aide à aller là où je dois aller. Ouais, j'imagine au niveau calorique par rapport à ta pomme quotidienne, là ça a dû changer pas mal. On en est loin. Contrairement à avant, maintenant tu prends soin de ton corps. Mais peut-être que justement tu prends soin de ton corps parce que tu sais ce que tu as fait avant et tu t'es rendu compte que finalement c'était complètement délétère pour lui, et donc tu as peut-être cet instinct aussi de savoir bien en prendre soin. Ouais, peut-être aussi, t'as raison. Peut-être que c'est dans l'autre extrême où maintenant il y a tout ce que je fais à côté, ouais, avec cette ostéo, les ventouses, tu vois. J'adore aussi faire mes petites séances de ventouses qui te donnent un beau petit dos de coccinelle après, les massages musculaires. Très belle vidéo sur Insta d'ailleurs, où on te voit bien dans la souffrance avec les ventouses. Ah, c'est surtout les massages musculaires, parce que là, je peux dire qu'en plus j'avais mon ostéo qui sait que demain je pars en stage avec Manon et Fred à Fuerteventura. Donc il m'a dit ouais, là j'ai couru un semi-marathon dimanche dernier, et là il m'a dit allez, il va falloir enlever quelques toxines. Donc il a pas de main morte, il met le coude, l'avant-bras, etc. Mais du coup j'ai une récupération en fait qui est plus rapide et de plus en plus rapide. Tu vois, autant le premier Alpha Ironman, il m'a fallu quelques semaines pour récupérer. Autant le second, tu vois, entre Aix et le troisième qui était Nice, j'ai eu 5 semaines entre les deux. C'est passé crème, tu vois. Donc finalement le corps s'imprègne aussi, s'habitue.
C'est assez étonnant. Clair, enfin, c'est le but de l'entraînement, hein, et je pense qu'on l'a tous expérimenté. Hein. Ouais, mais du coup c'est agréable parce que du coup tu te dis bon bah tiens la machine déroule tranquillement et du coup bah c'est comme ça que tu peux continuer ta progression aussi. Tu parlais de prépa mentale tout à l'heure et là tu viens de parler de récupération. Est-ce que la prépa mentale t'aide aussi à la récupération ? Oui, parce que ma prépa mentale, je vois une personne, c'est vrai qu'on a beaucoup de temps calme. Alors, il faut savoir que c'est cette personne qui m'accompagne en fait depuis le décès de ma maman. Donc, si tu veux, on a déjà 3 ans et demi ensemble où on travaille sur le bien-être. Elle m'a aidé en fait vraiment à canaliser cette souffrance, cette tristesse, cette rage que j'avais en moi. Toi, de la transformer en fait en quelque chose de positif. Donc positif, cette énergie, ce dépassement de soi et d'aller chercher dans le sport un bien-être en fait. Tu vois, et oui, ça fait partie de la récupération, cette préparation mentale, parce que c'est des moments où je me pose, où je fais un travail sur moi-même, où j'écoute mon corps aussi, tu vois. Elle travaille sur des parties, elle travaille sur mes articulations aussi, c'est assez étonnant. Tu vois, sur les adducteurs, etc. Donc oui, la préparation mentale, fait partie de la récupération pour moi, clairement. Okay. Non, parce que nous, on en fait aussi avec mon prépa mental. Marc Mouedza, dont j'ai déjà parlé notamment ici. Et c'est vrai que pour la partie récupération, ce qu'on fait aussi pas mal, c'est toute la partie, c'est tous ces exercices de contraction, décontraction, un petit peu en mode visualisation / méditation. Et je trouve que ça aide pas mal aussi. Donc voilà, c'était pour donner un petit tips aussi à toi et à nos auditeurs. Ouais, tout à fait. Ouais, merci. Ouais, toi, moi, elle me donne aussi beaucoup de petites images, par exemple, tu vois, sur le vélo, sur le CLM. C'est vrai qu'on a une position qui est pas forcément très agréable. Moi, je suis toujours en train de chercher ma position. D'ailleurs, je pense que, moi, j'ai un CLM que depuis le mois de septembre. Donc voilà, je suis encore en train de jouer sur ma position. Donc, tu vois, j'ai souvent encore des maux de dos, cervical, etc. Donc m'aide aussi beaucoup à avoir ces petites ailes d'or, etc. derrière qui puissent un peu m'aider en cas de coup dur sur le vélo. Après, le corps s'adapte aussi au vélo d'une certaine manière. Hein. Donc, forcément, oui, il y a les études posturales et il y a effectivement, il faut faire attention à pas avoir une mauvaise posture, ça c'est clair. Mais je pense que le corps s'habitue aussi. En fait, t'as pas forcément l'habitude d'avoir la nuque complètement relevée parce que c'est pas une position qui est naturelle. Et donc, je pense que il y a un moment, c'est aussi le nombre de kilomètres qui font que tu t'habitues à ton vélo. Ouais, tout à fait. Non, complètement. Donc voilà, petit à petit, ça va venir. On va dans ce sens, en espérant que ça aille mieux. Ok, écoute, Sarah, on a fait un beau tour. Et quels sont tes objectifs maintenant pour l'année 2023 ? Alors écoute, année 2023, mon premier objectif, c'est le Full Ironman de Francfort, le 2 juillet. Donc là, on se lance sur la longue distance, la distance reine du triathlon. Et dans cette préparation, donc j'entame là une semaine de stage à Fuerteventura. Je serai au départ du 73 de Lanzarote mi-mars. Je serai au départ du 73 d'Aix-en-Provence fin mai. Et après que je sois inscrite en fait pour Francfort, je me suis qualifiée le 2 octobre au 73 de Barcelone pour les prochains championnats du monde 73 qui auront lieu en Finlande à Lahti. Wow. Voilà, donc je vais enchaîner mon Full Ironman 2 juillet, Lahti le 27 août. Et pour terminer la saison, je me suis inscrite, comme on est à la maison, au 73 de Barcelone. Comme on est à côté, je me suis dit, allez, pour terminer la saison, ça va être sympa. De toute façon, facile, voilà. Ok, belle année en perspective. Ok, il y a un peu de quoi faire. Et sur les années suivantes, tu as déjà un petit peu une idée de ce que tu as envie de faire ? Est-ce que, vu ton tempérament, tu vas partir sur de l'ultra et te dire... moi, je vais me faire des trucs de dingue, toujours plus dingue. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta discipline ? Le triathlon, c'est ça, c'est ton sport à toi. Ouais. Tu te vois faire d'autres choses ? Tu as une idée déjà un petit peu ou pas Non, du tout ? écoute, pour l'instant, je me concentre sur le triathlon parce que c'est encore récent pour moi. Je suis toujours dans la découverte, donc j'ai encore envie de le découvrir. Toi, avec mon premier full. Évidemment, si tu me dis quel est ton objectif, qu'est-ce que tu aimerais, ça va être c'est d'aller à Kona.
le Graal, Kona ou bien Nice maintenant, puisque d'une année sur l'autre, les championnats du monde auront lieu. Cette année, ce sera plutôt Kona, si tu peux. Écoute, si je peux, puisque Francfort pourrait m'envoyer à Kona cette année. Hein. Donc à voir, mais non, sur du long terme, oui, je voudrais participer au championnat du monde full Ironman. Une qualif, décrocher un slot pour les championnats du monde. Bon, parti comme t'es, encadré comme t'es, il n'y a pas de raison que tu y arrives pas de toute façon. Bon, écoute, je mettrai tout en œuvre pour. Bon, quand tu seras à Aix, si tu veux rester quelques jours de plus, moi j'y passerai en courant, hein, parce que je fais une traversée de la France en courant, mais j'arriverai un peu après le 21 mai. Donc si tu veux rester un peu, ça sera cool, on pourra aller courir ensemble. Ah, super, bah, avec grand plaisir. Ou bien, si vous passez par Barcelone, n'hésitez pas non plus. Hein. Sarah, il y a une question qu'on pose tout le temps à nos invités et qui, je pense, fait encore plus de sens pour toi, qui est, entre guillemets, dans le plus noble des termes, dans le plus noble des versions amatrices en triathlon, c'est comment devenir triathlète ? Déjà, avoir confiance en soi. Déjà, tout court, que ce soit triathlète ou pas, mais déjà avoir confiance en soi. Que rien n'est impossible parce que se dire que je sais pas nager, je sais pas faire de vélo. Attention au copyright d'Ironman là-dessus. Hein. Non, là ça vient de moi, pardon, mais non, devenir bon triathlète, je pense que c'est déjà avoir envie, la rigueur, la discipline et le dépassement de soi. Triathlète, c'est avoir envie de découvrir en fait 3 sports différents, de combiner 3 sports différents. Donc c'est aussi d'aller rechercher un peu à comprendre en fait ces 3 sports hein, et les mettre ensemble pour arriver au bout. Waouh, bah écoute, je te remercie. Et puis je rajouterai par rapport à l'épisode qu'on vient d'enregistrer, savoir être accompagné, savoir se faire accompagner aussi. Ouais, c'est important. Je trouve que c'est important. À n'importe quel âge ou même ponctuellement ou bien sur du long terme, mais c'est important d'être accompagné. Je pense que pour éviter les blessures, pour savoir, parce que des fois, tu vois, t'as envie d'en faire trop. Par exemple, là, typiquement, pendant la période hivernale, moi, j'aurais eu tendance à en faire trop, alors que mon coach, qui m'envoie mes séances, me dit, hop là, cool. Là, on reprend tout doucement, on va monter gentiment. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir trop en faire trop vite. Ouais, erreur aussi typique du triathlète amateur. Voilà, ouais. Qui se crame un peu trop vite et qui potentiellement se blesse aussi un peu trop vite. Ok, Sarah, merci. Merci à vous. Merci pour ton temps. C'était très sympa. C'était différent aussi comme épisode. Mais je pense que ça fera écho, à mon avis, à pas mal de gens. Donc voilà, si vous approchez la quarantaine ou que vous connaissez quelqu'un qui est en plein dedans, faites-lui écouter cet épisode. Ça lui donnera peut-être des idées, j'espère. Voilà, et puis Sarah, bah écoute, à la prochaine, on retient l'invitation pour Barcelone. Ouais, c'est gentil, merci Olivier, merci Armano. Très très sympa d'avoir pu échanger avec vous. Bah, c'était un plaisir. Ouais. Juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on rentre en contact avec toi si besoin? Vous pouvez me trouver sur Instagram sous le pseudo Sarah_Trimam. Donc je vous invite à me suivre, à m'encourager. Voilà, j'ai aussi j'ai développé, je tente de développer en tous les cas mon compte. Déjà je l'ai rendu public là très récemment, ça fait 2-3 semaines. Je souhaite partager mon expérience avec les gens, promouvoir le triathlon féminin, encourager les gens à se mettre au sport ou à se remettre au sport. Donc voilà, j'ai pour but de créer du contenu sur des thématiques différentes qu'on a abordées tout au long de l'émission, que ce soit l'hydratation, l'alimentation, les problèmes aussi un petit peu plus féminins aussi, les fuites urinaires que voilà j'ai eu également. Je me suis fait opérer pour ça, donc ça pourrait être un autre sujet, mais voilà donner un peu des tips aussi sur pour des gens qui veulent juste commencer et puis les encadrer quoi éventuellement. En tous les cas, c'est toujours une notion de partage, toujours de partage, de bienveillance et de convivialité. Écoute, on viendra tous faire un tour sur ton profil Insta et on remettra de toute façon les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore Sarah, à très bientôt. Super, merci à vous. Et puis Olivier, à la semaine prochaine. À très vite. Salut à tous, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.